Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Aujourd'hui, un peu d'histoire médiévale. La guerre de Cent Ans fut une période aussi dramatique que foisonnante. Toutes les régions de France n'ont pas été concernées au même titre par les combats, et le Lyonnais, par sa position excentrée, semblait avoir été épargné. En 1362, s'est livrée à proximité de Brignais, au sud-ouest de Lyon, une bataille improbable entre une armée française et les Tarvenus. Tarvenus. Que cache ce nom étrange? Il nous ramène à l'une des époques les plus sombres de la guerre de Cent Ans, lorsque les campagnes étaient ravagées par les troupes de Soudard. Éric Labaille est avec nous pour faire le point sur cette question. Alors Éric, les routiers ne sont pas sympas? Les routiers ne sont pas sympas, désolé Max. Voilà, référence de boomer. Là, Oui, il faut avoir connu les années 70 pour se souvenir de ça. Oui, non, les routiers ne sont pas sympas du tout et c'est un des épisodes les plus noirs de la guerre de Cent Ans qui pourtant en a compté un certain nombre, hein. Alors la guerre de Cent Ans, soit dit en passant, parce qu'il est bon de le rappeler aux auditeurs, qui n'a pas duré 100 ans et qui n'est pas une guerre finalement. C'est Non. une succession de conflits, une succession de crises qui finalement donnent sens lorsqu'on les prend sur le long terme, mais qui se succèdent les uns aux autres, avec entrecoupés par des périodes de paix, par des périodes de changement d'alliance, par des périodes de contextes complètement différents. Oui, ne pas imaginer une seconde guerre mondiale avec un conflit de très haute intensité pendant 120 ans. Non, surtout pas, non, surtout pas. Et donc justement, l'histoire des Tarvenus commence en 1360, lorsque le roi de France, Jean II, dont on connaît les déboires à la bataille de Poitiers, a signé avec Édouard III, le roi d'Angleterre, le traité de Brétigny, donc qui clôt finalement la phase initiale de ce que l'on a appelé plus tard la guerre de Cent Ans. Alors cette trêve est une bonne chose pour les deux royaumes qui sont sortis un petit peu exsangues d'une première bataille, mais elle a une conséquence tout à fait néfaste puisque le roi d'Angleterre licencie les troupes à son service. Alors quand on parle des troupes à son service, n'imaginons pas des troupes venues d'Angleterre, hein. Oui, on n'est pas dans des armées nationales, des armées modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Non, non, loin de là. Les troupes au service de l'Angleterre, ce sont des Allemands, ce sont des Brabançons, ce sont des Gascons, ce sont des gens du Hainaut, donc toute province périphérique qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec l'Angleterre, si ce n'est que l'Angleterre les paye et ces soldats se mettent au service de celui qui les solde, hein, ni plus ni moins, d'où le nom de soldat. Donc en faisant cela, Édouard III, je pense quand même par calcul, lâche dans la nature, en France, des troupes, aguerries, des troupes, avides, de trouver de l'argent puisque désormais ils ne sont plus assurés d'être payés par un monarque. Et donc ils vont se payer sur la bête. Et donc, ils vont se payer sur la bête, sans aucune espèce d'humanité, hein, s'en prenant à la fois aux paysans, aux châtelains, à tout ce qui tombe sous leurs mains. Et Et donc, donc on les appelle les routiers. on les appelle les routiers parce qu'ils courent les routes, hein. En disant ça, je pense à la chanson de Georges Guettari de Robin des Bois, Je m'en vais par les champs et les bois. Ben, eux aussi s'en vont par les champs et les bois, mais pas pour chanter leur joie, mais pour détrousser toute personne susceptible de leur apporter un petit subside. Donc, parmi ces routiers, on en a certains que l'on va surnommer les égorgeurs, tout un programme. Et une de leurs troupes est surnommée les Tarvenus. Alors, Pourquoi les les Tarvenus? Tarvenus. Ben, les Tarvenus parce que on les accuse, à tort ou à raison, d'être des troupes qui se sont ralliées à la couronne anglaise
tard, sur le tard et qui n'ont pas beaucoup participé au combat de la 1re partie de la guerre de 100 ans, mais ont été surtout là pour être payés et ensuite après pour pouvoir donner libre cours à leur violence une fois licenciés. Donc des gens qui auraient été ce qu'on aurait pu appeler pendant la 1re guerre mondiale des embusqués. Des embusqués qui, une fois libérés, deviennent des. Mais c'est revenu comme l'ensemble de ces bandes de routards, de routiers, ils ont une organisation hiérarchisée, c'est complètement acéphale, Ils ont une organisation hiérarchisée. Soit, leur chef était, leur chef avant d'être, soldé, d'être, payé par un roi, soit ils se désignent un chef, d'eux-mêmes lorsqu'ils sont au moment où ils sont licenciés. Parce qu'ils ne veulent pas se séparer, ils veulent, se payer sur la bête comme vous le disiez tout à l'heure et pour ce faire, il faut un minimum d'organisation. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on va élire parmi les membres de la troupe, l'homme le plus capable de commander tout le monde. Alors entendez par plus capable, le plus violent, celui dont les barrières morales sont les plus larges, qui autorisera pas mal de choses, mais qui a quand même des compétences militaires nécessaires pour pouvoir, le cas échéant, se battre et battre les troupes, royales qui leur seront opposées. donc on a le nom de cet chef, de cet parvenu ou est-ce que l'histoire a effacé, Oh, il y a plusieurs noms qui circulent, là, j'en ai pas en tête. Si, on pourrait citer, Talbar, Talbardon, Guillot Dupin, Espiotte. Ce sont des noms qui Mmh. qui ne sont pas passés à la postérité. Parce qu'ils ne produisent pas de source donc Non, et les seules sources que l'on a sont des sources de témoins, sont des sources de gens qui ont soit subi leurs assauts, soit en ont été informés, donc ce sont des sources de deuxième main. Donc ces gens-là ont une existence réelle, hein. Ce sont mmh, des mais chefs on les de connaît guerre, mal. mais on les connaît quand même relativement mal, ouais. Et donc, ces parvenus, on les voit en action à partir du printemps 1362. Alors, est-ce qu'ils ont une logique de conquête, ou bien est-ce qu'ils vont un peu comme ça, au beau petit bonheur la chance? On a défini que les Tarvenus, comme d'une façon générale les grandes compagnies, les routiers, enfin toutes ces troupes, de soudards, ont comme objectif final de trouver de l'argent. Ils se rassemblent en Champagne au printemps 62 et ils, passent la région, en coupe réglée. Mais ils ont une, idée en tête, ils ont un projet, c'est d'aller là où l'argent, la richesse se trouve pour pouvoir s'en emparer. Or, quel est, l'endroit le plus propice à, accumuler des richesses dans la région de l'actuelle France? Eh bien, c'est Avignon. Pourquoi? Parce qu'à Avignon, il y a le pape et que le Saint-Siège, la papauté, est toujours réputé pour disposer d'un certain nombre de La richesses. richesse. Donc, les Tarvenus vont se mettre en route, partant de Champagne, vont descendre vers le sud, avec comme objectif de piller Avignon et le comtat autour, et si possible, pourquoi pas, de s'emparer de la personne du pape et de l'échanger contre une rançon. Ah carrément. Carrément. Grande date de nos régions, Un podcast ici en région. Et donc ils disposent de quoi comme arme? Est-ce que s'attaquer comme ça à des villages, piller des villages, on voit bien que ça peut être relativement facile, hein, surtout, qu'il n'y a pas de force de police ou de gendarmerie. Mais attaquer une ville fortifiée, faut quand même avoir du matériel, hein? Oui, mais ils misent sur la rapidité de leur mouvement. L'idée, c'est de s'emparer des villes fortifiées avant qu'elles aient eu le temps de se mettre en état de siège. Jouer sur Heu, l'effet de surprise, en Jouer fait. sur l'effet de surprise, jouer sur la dispersion. Je vais prendre un exemple, assez concret. Lorsqu'ils arrivent à proximité de Lyon, il est bien évident que les autorités lyonnaises vont avoir comme réflexe de mettre Lyon en état de fortification, renforcer les remparts, consolider toutes les défenses, surtout sur le Organiser site. le guet, Voilà, surtout sur le site de Fourvière. De la même manière,
tous les seigneurs des alentours vont faire de même, vont s'enfermer dans leur château, rassembler leurs gens, accumuler des réserves. Et les Tarvenus, finalement, vont épargner Lyon, ne vont pas aller sur Lyon parce que c'est une noix un peu trop dure à croquer pour eux. Ils vont contourner Lyon par l'ouest et en ayant certaines bases avancées dans la région lyonnaise, ils vont se lancer dans des expéditions de pillage dans toute la région du Forêt notamment. Et certaines villes vont être purement et simplement mises à sac, hein, donc Tournus, Montbrison, Rive de Gier également. Et de là, ils vont également lancer d'autres colonnes plus légères, plus petites, enfin moins nombreuses, vers les campagnes pour récupérer donc de la nourriture, récupérer des vivres, vers les petites villes mal défendues, vers tout ce qui peut tomber sous. Ce sont des opportunistes, donc ils vont aller là où le bénéfice est le plus facile à gagner. Donc il part de Champagne, direction le sud, il passe par le Forez, et ensuite donc destination Avignon. Destination Avignon. Mais il est bien évident que le roi de France ne va pas les laisser faire, et il va mandater son cousin Jacques de Bourbon pour organiser une armée. Et avec son armée, donc essayer de les battre une fois pour toutes, de les ramener à la raison, et soit de les tuer, soit de les neutraliser, soit pourquoi pas de les réincorporer dans l'Ost royal. Et le Jacques de Bourbon, donc qui est de la Marche, hein, la Marche qui est une région située au sud de l'Auvergne, va donc lui aussi rassembler son armée. Le problème, c'est qu'il faut du temps quand même pour rassembler un ost à cette époque-là. Or, les Tarvenus, eux, le temps, ils en ont puisqu'ils se déplacent rapidement, je l'ai dit. Et donc, on a une armée royale assez lourde qui va aller à la Beaucoup de rencontre de chevaliers, beaucoup de chevaliers, de exactement. nobles avec des chevaux, etc. Donc il faut les ravitailler, ces chevaux, donc Voilà, c'est pas, exactement. Donc c'est lourd. c'est assez lourd, oui, oui. Et les 2 armées, si tant est qu'on puisse parler d'une armée dans le cas des Tarvenus, les 2 armées vont se retrouver face à face à Brignais, donc au sud-ouest de Lyon, le 6 avril, donc 1362. Et donc là, c'est la curée. Ah, c'est la curée. Non, parce que l'armée royale procède, selon ses habitudes. Lorsqu'on arrive sur un champ de bataille, on dresse le camp. Lorsqu'on a dressé le camp, on étudie le terrain sur lequel on va combattre. Lorsqu'on a étudié le terrain sur lequel on va combattre, on met en place un ordre de bataille. Et lorsque cet ordre de bataille est adopté, là, on peut commencer les combats par des combats d'avant-garde et ensuite après par le Les gros lenteurs début. administratives version 14e siècle. Les lenteurs, oui, mais c'est une façon, mais c'est la seule finalement façon de faire la guerre. Les batailles de rencontre ne sont jamais des batailles gagnées, donc il faut avoir une certaine forme de méthode. Sauf que Mais face à un adversaire plus agile, eh sauf bien, ça va mal tourner. face à un adversaire plus agile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le camp est dressé face à la ville de Brignais dans laquelle se sont enfermés les Tarvenus, et les contours de l'attaque qui doit se dessiner sont en train Dessiné. d'être dessinés, d'être faits. Et là, les choses ne se passent pas comme prévu puisque les troupes de Tarvenus qui étaient parties, en maraude dans les alentours de Brignais, entendant que des choses se passent à Brignais, reviennent sur place, s'installent sur les hauteurs, sur le flanc de l'armée royale, et au moment où l'armée royale s'ébranle pour aller, châtier leurs camarades, eh bien, ils tombent sur le flanc de l'armée royale et ils n'ont aucune bouchée. N'oublions pas que ces Tarvenus sont des guerriers, ce sont des hommes dont la guerre est le métier, ils savent se battre, l'armée royale aussi sait se battre, ce n'est pas du tout la même guerre qui les oppose. On pourrait parler aujourd'hui de guerre asymétrique, mais c'est une, Hmm. c'est une façon de se battre Quasiment de guérilla. quasiment de guérilla, sauf que là, la guérilla, dans une situation de bataille semi-rangée, parvient à dompter, à dominer l'armée royale, au point que Jacques de Bourbon est tué dans les affrontements, que le camp est pris, le camp royal est pris, et les débris de l'armée sont obligés de se replier. Et donc pas de curée, hein. Effectivement, on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'une armée royale équipée de chevaux ne fasse qu'une bouchée d'une bande d'assassins plus ou moins désorganisés. Eh bien non, pas du tout.
Non, des assassins qui ont su, contrer la menace, qui ont su, transformer leurs faiblesses en force, qui ont su, être mobiles, là où l'armée royale est quand même assez monolithique, et qui ont su surtout tomber, par surprise sur un secteur de l'armée royale, où on n'attendait pas de menace. Après les revers de Poitiers, hein, où l'armée royale française, effectivement, déployant toute la bonne vieille stratégie médiévale, s'était fait écraser par les Anglais, on peut dire que c'est une page qui se tourne là, ce XIVe siècle, dans les stratégies militaires, où effectivement la suprématie que donnait l'armée, la chevalerie lourde, finalement, est en train de s'éclipser au profit de nouvelles stratégies et de nouvelles façons de se battre. Notamment, on voit un retour en grâce du fantassin. Oui, mais cette évolution n'est pas nouvelle. On avait déjà Mmh, vu du temps de Philippe le Bel des batailles opposant la chevalerie française à des paysans, à des milices suisses, qui s'étaient soldées par la défaite lourde des chevaliers lourds justement. mmh, Et c'est une évolution qui, prend beaucoup de temps parce que la chevalerie n'est pas qu'une façon de se battre, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une mmh, civilisation, c'est aussi une société mmh. et tout doit bouger en même temps et la guerre de 100 ans va faire évoluer les choses. Pour tout un tas de raisons. Vous parliez de Technique aussi, hein. voilà, ce que je veux dire, vous parliez tout à l'heure de l'influence, enfin l'importance de plus en plus grande du fantassin, mais l'importance du fantassin va se doubler à partir du 15e siècle de l'arrivée de l'artillerie. Donc Et les armes à feu toute portatives, hein. exactement et toute pratique qui vont obliger, les chevaliers à repenser leur façon de faire la guerre et à s'inscrire dans une nouvelle guerre plus moderne dont les guerres de Charles VIII et de nous donneront un Et le aperçu. désastre de Pavie, Hélas, la palisse est mort. Il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. oui. Grande date de nos régions, Un podcast ici en région. Pour revenir à nos Tarvenus, ils ont remporté un succès qui, s'ils avaient été une armée constituée, s'ils avaient été l'armée d'un seigneur ou l'armée d'un prince, Ils l'auraient exploité. ils l'auraient exploité, bien évidemment. Sauf que eux, bah non, eux n'ont pas d'objectif d'exploitation. Ils auraient tout à fait pu se rabattre sur Lyon. Vous imaginez Lyon qui voit une armée royale venir au contact des Tarvenus, qui espère la victoire de l'armée royale et qui tout d'un coup se retrouve démunie parce que l'armée royale a été battue. Lyon pourrait être une belle Belle prise prise. pour les Tarvenus. Eh bien non. Mais non, ils continuent. Ils continuent à partir vers Avignon. Alors ils partent un petit peu dans tous les sens. Certains vont plutôt rester dans le forêt pour, continuer à piller. D'autres vont finir, avec le gros de l'armée, vers Avignon. On a une autre bataille à Pont-Saint-Esprit et le pape qui sait l'avancée des routiers dans sa direction, envoie des messages pour avoir de l'aide, pour recevoir l'aide militaire, des princes voisins, mais malheureusement ça n'a pas Ouais, de résultat. ça bouscule pas au portillon pour aller se défendre le pape. Non, pas vraiment, non, non et les Tarvenus finalement vont arriver dans la région d'Avignon, vont piller la région d'Avignon, mais leurs objectifs sont très variés. Certains, veulent simplement piller, s'enrichir, profiter, vivre sur l'habitant et sur l'habitante. D'autres, veulent, reprendre la guerre en espérant se faire embaucher par une armée, quelle qu'elle soit. Une armée italienne, une armée, Le savoyarde, plus que offrant. sais le plus offrant. Donc les buts de guerre étant différents, il est bien évident que l'armée des Tarvenus manque, d'efficacité et manque de cohérence. Donc au bout d'un an de pillage, au bout d'un an de rapine, cette armée va finir par se déliter. Les chefs vont partir dans divers horizons. Alors il y en a notamment un qui va être, dont le destin est assez intéressant. C'est Seguin de Badefol qui est un de leurs chefs, Qui aimait les figues. qui aimait qui aimait un peu trop les figues et qui est reparti dans sa Gascogne natale pour aller guerroyer en Navarre. Mais il était tellement indésirable que le roi de Navarre s'est débrouillé pour lui faire servir des figues empoisonnées. Vous voyez jusqu'à quelles extrémités les puissants sont obligés d'aboutir Ouais. pour pouvoir, se débarrasser, de certains chefs de ces grandes compagnies. Et donc, voilà, c'est un peu la fin des Tarvenus. Aussi sanglant que soit-il, c'est sur des temps courts. Ça nous pose quand même une question sur l'évolution de la structuration des armées royales. Quand est-ce qu'on passe progressivement de ces armées qui sont composées d'un hoste royal et à côté de bandes de mercenaires,
dont on est en droit de se méfier, à une armée moderne comme on la conçoit, une armée d'État avec officiers, des sous-officiers. La première étape est franchie en 1445 avec la création des compagnies d'ordonnance par Charles VII. C'est véritablement la date de création de ce que l'on pourrait appeler désormais l'armée française. Donc, on va avoir pendant encore un certain nombre d'années la juxtaposition d'un ost féodal fourni par les vassaux pour le roi de France, mais la montée en puissance de l'armée moderne, c'est-à-dire avec les lances, les fameuses lances, avec les chevaux légers, avec les gendarmes au sens propre du terme, hein, les gens plus loin d'armes, va s'opérer pendant toute la deuxième moitié du XVe siècle, notamment à la faveur du règne de Louis XI, qui, dans son travail de centralisation, de modernisation de la France va s'appuyer sur cet outil militaire tout à fait nouveau. Et les guerres d'Italie vont véritablement être les derniers feux de la chevalerie médiévale telle qu'on la connaissait. Mais l'usage de mercenaires, on la retrouve pendant tout l'Ancien Régime, en fait. Oh ben, l'usage de mercenaires n'a jamais cessé, Mmh. a toujours existé. On trouve alors après, est-ce que ce sont des mercenaires? Est-ce que ce ne sont pas des mercenaires? On trouve dans l'armée de l'Ancien Régime des troupes écossaises, des troupes irlandaises, on trouve des Suédoise. voilà, des Suisses, des Suisses même dans l'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon est constituée de contingents étrangers. Donc oui, le mercenariat est quelque chose qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, on retrouve encore des mercenaires très actifs dans les terrains périphériques, notamment en Afrique, où même les grandes puissances utilisent ces mercenaires. Les Bob Denard et compagnie, qui sèment la terreur encore aujourd'hui partout dans le monde. Et encore plus près de chez nous, en Ukraine, on a des troupes on appelle pas ça des volontaires, des troupes de volontaires qui s'engagent des 2 côtés pour, Eh bien, merci Eric pour ce tour d'horizon depuis les Tarvenus. Avant de nous quitter, nous rappelons à nos chers auditeurs que vous êtes l'auteur des grandes dates en lyonnais, que vous retrouvez dans vos points presse et chez votre libraire préféré. Merci Eric, merci à tous. merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.